Cette formation aujourd'hui porte sur les outils juridiques pour conserver les talents et le savoir-faire des entreprises. Alors, c'est un sujet d'actualité parce que les entreprises aujourd'hui sont confrontées à une certaine forme de volatilité du personnel. Voilà, un personnel aujourd'hui plus épris de liberté qu'auparavant et qui est attiré par les sirènes d'un concurrent qui va pouvoir lui offrir éventuellement euh, un meilleur cadre de travail. Le problème de cette volatilité, c'est qu'il y a une fuite ou un risque de fuite et de circulation du savoir-faire. L'entreprise est détentrice d'un savoir-faire, de secrets de fabrication, etc. Et ses collaborateurs, de par leur expérience au sein de l'entreprise, eh bien, sont également détiennent ce savoir-faire. Et avec cette volatilité croissante, eh bien, il y a un risque d'une fuite de ce savoir-faire. Alors, il existe des outils juridiques pour protéger le savoir-faire de l'entreprise, outils juridiques qui existent aussi bien en droit du travail, dans les relations contractuelles entre l'employeur et le salarié, mais également en droit des affaires, dans les relations commerciales entre deux co-contractants, entre deux partenaires. Et c'est la raison pour laquelle donc, cet atelier est co-animé par un avocat spécialisé en droit du travail, en l'occurrence Yann Bougenot, qui évoquera dans un premier temps, donc, dans le cadre des relations contractuelles, droit du travail, employeur, salarié. Donc je laisse la parole à mon ami Yann Bougenot. Alors, bonjour à tous. N'hésitez surtout pas à poser des questions via le chat si jamais, si nécessaire, pour que ce soit éventuellement un peu plus interactif et qu'on puisse tout de suite répondre aux interrogations de chacun. Alors, s'agissant effectivement des clauses contractuelles qu'il pourrait y avoir entre un employeur et un salarié, pour protéger le savoir-faire de l'entreprise, il y a énormément de possibilités. Vous avez une liberté contractuelle qui permet de multiplier les clauses. Effectivement, vous avez seule l'imagination finalement va être la limite à tout ça. Il y a énormément de clauses. J'en ai même découvert en préparant ce support. David également, du coup, on a découvert un certain nombre d'éléments qui pourraient être assez intéressants et qui permettent finalement de protéger le savoir-faire de l'entreprise, sachant que la clause star, un petit peu, tout ça, c'est la clause de non-concurrence que tout le monde connaît, sur laquelle on fera un focus un petit peu plus important en deuxième partie. Pour la première partie, on va présenter un certain nombre de clauses différentes, et sachant qu'il peut y en avoir plus, et ça peut être un petit peu fait à la carte euh, pour chacune des entreprises en fonction des besoins. La limite, c'est effectivement ces clauses ne doivent pas priver le salarié de sa possibilité de travailler. L'objectif, mais ça on y reviendra en fin de support, finalement, c'est de bénéficier d'un effet dissuasif. Ça, c'est le premier élément qui est extrêmement important. C'est que le salarié qui aura signé une clause qui va limiter sa possibilité de travailler, qui va limiter la diffusion du savoir qu'il aura acquis au sein de l'entreprise, eh bien, hésite à quitter l'entreprise parce que justement, il y aura cette clause-là qui finalement vont prendre le relais de cette obligation de loyauté qui existe pendant l'exécution du contrat de travail. Ne pas oublier qu'effectivement, finalement, la plupart des clauses que nous allons voir aujourd'hui sont plutôt destinées à protéger le savoir-faire de l'entreprise lorsque le salarié quitte l'entreprise. Pendant l'exécution du contrat de travail, il y a une obligation de loyauté qui existe et qui va imposer déjà au salarié de ne pas concurrencer évidemment son employeur, de conserver le secret de fabrication et de ne pas d'avoir une confidentialité sur un certain nombre de sujets. Alors, la première clause, c'est la clause de non-concurrence. On va faire vite juste une présentation très rapide de ces clauses. La clause de non-concurrence ainsi que d'autres clauses, et on reviendra un peu plus tard, plus en détail sur la clause de non-concurrence. Alors la clause de non-concurrence, c'est la clause qui va interdire à un ancien salarié d'exercer une activité concurrente. C'est la seule clause, finalement, qui va priver le salarié de la possibilité de travailler. Alors pas une impossibilité absolue, on pourrait peut-être plus parler de limitation, puisqu'on verra dans les conditions de la clause de mise en œuvre de cette clause qu'il faut effectivement la limiter dans le temps et dans l'espace notamment. Mais en revanche, c'est une vraie clause qui interdit à un salarié de travailler et de concurrencer finalement son ancien employeur. Évidemment, c'est une clause qui doit être prévue expressément dans le contrat de travail.
La clause de confidentialité, également une clause extrêmement connue. On va interdire à un salarié de divulguer certaines informations. Alors, c'est un pendant de l'obligation de loyauté. Pendant l'exécution du contrat de travail, vous avez déjà, donc, on a indiqué une obligation de loyauté. On peut la renforcer un petit peu par une clause de confidentialité qui sera plus précise, qui pourra détailler un petit peu le cadre sur lequel on souhaite qu'elle s'applique lorsqu'on a le détenteur d'un savoir particulier. Véritablement, on a besoin que le salarié soit tenu à une clause de confidentialité. Par exemple, bien au sein de cabinets d'avocats, nos salariés ont des clauses de confidentialité qui paraissent évidentes. C'est une obligation finalement qui va interdire donc, de divulguer à un tiers des informations, mais finalement, la clause doit pouvoir s'étendre au-delà de la relation contractuelle. C'est véritablement l'objectif. Une fois, on a cette obligation de loyauté qui pourra compenser en partie l'absence de clause de confidentialité durant l'exécution du contrat de travail, mais au-delà, il faut prévoir expressément que le salarié demeure tenu de cette obligation de confidentialité, même lorsqu'il a quitté la société. La particularité, mais ça va marcher avec toutes les autres clauses qui ne sont pas des clauses de non-concurrence, comme on ne prive pas le salarié d'exercer une activité professionnelle, elles ne sont pas soumises à une contrepartie financière. Ça, c'est quand même un point important à noter. Parce qu'on ne prive pas, encore une fois, le salarié de sa liberté de travail, mais simplement d'utiliser un certain nombre de savoirs acquis, eh bien, il n'y a pas de contrepartie financière. Clause suivante, une clause de non-dépôt de brevet, qui est finalement une clause alors un peu particulière qui peut concerner certains domaines, lorsque, eh bien, dans des domaines scientifiques par exemple, les salariés travaillent sur de la recherche et vont être conduits, en tout cas la société est conduite à déposer des brevets pour son activité principale finalement. Eh bien, on peut imaginer une clause de non-dépôt de brevet qui va permettre d'interdire à un salarié, après la rupture du contrat de travail, parce qu'encore une fois, c'est ça qui est intéressant, après la rupture du contrat de travail, de faire breveter une invention créée pendant l'exécution du contrat de travail, ou même de publier un article scientifique, ou même de diffuser des informations commerciales ou des renseignements techniques qu'il aura acquis durant l'exécution du contrat de travail. Ce qui peut être intéressant lorsque finalement, eh bien, on a des domaines très précis. Alors, il faut évidemment être le plus précis possible dans la rédaction de la clause pour pouvoir la déterminer. Et encore une fois, puisque dans cette clause, on n'interdit pas aux salariés de travailler, mais simplement d'utiliser un savoir, elle n'est pas de contrepartie financière pour que cette clause soit valable. Une autre clause qui est la clause de non-sollicitation de clientèle. Alors, dans cette clause, on va finalement interdire à un salarié de démarcher ou de détourner la clientèle de son ancien employeur. Le salarié part. On peut imaginer qu'il conservait des contacts avec les clients de son ancien employeur. Eh bien, on va l'interdire d'utiliser, de démarcher ou de détourner cette clientèle. C'est une clause qui est extrêmement intéressante, puisque effectivement, ça va éviter qu'un salarié quitte la société et parte avec un certain nombre de clients, puisqu'elle est assortie, il n'y a pas de contrepartie financière, on n'interdit pas de travailler, on interdit de travailler simplement avec les clients de son ancien employeur. Attention à la rédaction de cette clause, parce que certains ont pu imaginer que interdire de manière extrêmement large aux salariés de travailler avec la clientèle, alors qu'il s'agit bien d'une clause qui interdit de démarcher ou de détourner la clientèle. Si la clientèle, spontanément, souhaite suivre finalement le salarié ou travailler avec lui, on ne peut pas leur interdire. Si on lui interdit de travailler avec la clientèle de manière générale, quel que soit finalement le biais par lequel la clientèle veut travailler avec lui, eh bien ça pourrait être requalifié en clause de non-concurrence. Et donc là, puisqu'il n'y aura pas de contrepartie financière, cette clause serait considérée comme nulle et le salarié pourrait parfaitement travailler avec la clientèle. Donc, encore une fois, très intéressant d'avoir ce type de clause, parce qu'on va interdire à un salarié, empêcher un salarié
de démarcher la clientèle. Après, ça va être une difficulté en cas de mode de preuve, mais ça on peut le voir par expérience, que parfois des clients contactent l'entreprise pour dire j'ai été démarché par votre ancien salarié, je comprends pas bien. Dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être une preuve qui pourrait être tout à fait admise et qui pourrait permettre d'agir contre ce salarié en violation de cette clause. Yann, je me permets Oui, bien sûr. d'intervenir. Ouais. C'est important, la clause de non-sollicitation de clientèle. Il ne faut jamais oublier qu'il faut mettre ça en relief avec la liberté d'entreprendre. Un collaborateur qui quitte son employeur peut créer sa société. Et s'il est meilleur, s'il est plus compétitif et si les clients viennent vers lui, et si ce sont des clients d'entreprise, eh ben, c'est la liberté d'entreprendre qui primera et on ne pourra pas lui reprocher. Et comme l'a bien dit Yann, et on insiste par rapport à ça, c'est le débauchage qui est interdit. Le débauchage qui est interdit et qui peut donner lieu à sanction à l'encontre du collaborateur. Mais si en revanche il ne débauche pas et si les clients viennent spontanément vers lui, pour des raisons de compétitivité, on ne pourra pas lui reprocher. Voilà, il ne faut jamais oublier qu'il faut tout. Il y a des règles contractuelles, mais lesquelles s'opposent toujours à des libertés constitutionnelles, dont notamment la liberté du travail et la liberté d'entreprendre. On reviendra là-dessus. Et effectivement, ça fait penser que ce sera le pendant de ce que il va être présenté par la suite avec la concurrence déloyale. Finalement, c'est utiliser des moyens un petit peu déloyaux que de connaître finalement la politique tarifaire de l'entreprise, que de connaître avoir des contacts avec les clients et que de l'utiliser pour détourner cette clientèle. C'est toujours mieux de le marquer quand même dans un contrat, même si on pourra multiplier finalement les pistes de recours pour empêcher un salarié de pouvoir agir de la sorte. Une clause qui m'a paru intéressante également, c'est la clause d'édiformation. Alors on est un petit peu à part, puisqu'on ne va pas empêcher un salarié finalement de quitter l'entreprise, on ne va pas empêcher un salarié de détourner la clientèle ou de déposer des brevets ou même d'utiliser des informations. En revanche, on va restreindre finalement le départ d'un salarié à qui on aura financé une formation importante et sans doute onéreuse. Parce qu'on parle bien de formations qui sont au-delà des formations imposées par la loi. Donc c'est vraiment des formations qui sont parfois des formations qui vont durer 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans. L'employeur investit sur son salarié avec la crainte que ce salarié eh bien, quitte la société une fois qu'il aura obtenu son diplôme. Eh bien, on peut prévoir une clause qui imposera au salarié de rembourser tout ou partie de la formation s'il quitte l'entreprise. Alors, ce sera dégressif, quelque temps après avoir obtenu son diplôme. On peut imaginer 1 an, 2 ans, 3 ans qui seront imposés aux salariés. Alors, pas de rester dans l'entreprise, mais en tout cas, de devoir rembourser une partie de la formation s'il quitte l'entreprise. Ce qui est vraiment incitatif, finalement, pour le salarié à rester, à faire preuve finalement de loyauté. Encore une fois, on revient à cette obligation de loyauté. Son employeur lui paye une formation, lui finance une formation onéreuse, et on lui demande en contrepartie eh bien, de rester au sein de son entreprise. Alors, cette clause de désinformation, on va la compléter souvent d'une clause de non-concurrence. Ça, c'est tout à fait, toutes les clauses-là, on peut les compléter de clauses de non-concurrence. Elle ne peut être valable que si le salarié est à l'origine de la rupture. On ne va pas licencier un salarié et en plus lui demander de rembourser une partie de la formation qui lui a été rémunérée, qui a été payée. Mais simplement, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de clause dans les contrats parce que ça va freiner le départ du collaborateur sur lequel on aura investi. Alors, un petit focus sur la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, la validité, on va aller assez vite sur ces sujets-là, pas que ce soit assommant, mais la clause de non-concurrence va s'appliquer à toutes les entreprises, hein, même les associations qui ont des activités économiques, donc il n'y a pas de difficulté. Tout type de contrat d'apprentissage, alternance, gérant non salarié, on peut imaginer des clauses de non-concurrence dans tous ces cas. J'ai précisé dans le support que ça ne concerne que la société employeur et non pas un groupe de sociétés, parce qu'il y a des sociétés qui ont pu imaginer que les clauses de non-concurrence s'appliquaient à l'ensemble du groupe. Alors que les groupes, on voit qu'il y a des activités variées, parfois, non, ce serait tout à fait irrégulier. La clause de non-concurrence n'est pas prévue dans le Code du travail. C'est la jurisprudence qui a mis en place les critères. Alors, vous avez 5 critères. Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limité dans le temps
et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et être assorti d'une contrepartie financière. L'idée, encore une fois, pour reprendre effectivement, indiqué David, c'est qu'il y a une liberté d'entreprendre. Le salarié peut aller travailler normalement chez un concurrent, il peut créer sa société, pas de difficulté. Là, on va le financer pour priver, limiter son droit à la liberté d'entreprendre, à la liberté de travail. Donc véritablement, il va falloir le limiter. Il n'y a pas de clé magique. On ne peut pas dire on va la limiter à 1 an, à 2 ans, on va la limiter à un territoire géographique. Tout est une question d'équilibre. Si vous assortez la contrepartie, la clause de non-concurrence d'une contrepartie financière très importante, on va pouvoir la limiter plus longtemps et sur un espace plus grand. Si on met une contrepartie financière qui est réduite, forcément, elle sera plus limitée dans le temps et dans l'espace. C'est une question d'équilibre. Ça peut être apprécié par les juridictions en cas de litige sur le sujet. Un point qui est central pour cette clause de non-concurrence, c'est que la clause doit être acceptée expressément par le salarié. On ne peut pas lui imposer. Elle doit être écrite dans le contrat ou dans un avenant. Idéalement, dans le contrat de travail, parce qu'on va comprendre que lorsque le salarié est déjà en poste, mais on va avoir beaucoup de difficultés à lui faire signer un avenant qui va restreindre finalement sa liberté d'installation future. Ce sera forcément assorti de contrepartie de l'employeur qui va l'augmenter, par exemple, de manière assez significative pour que le salarié accepte finalement de signer un avenant. Donc bien anticiper à chaque fois, lorsque l'on veut faire signer un contrat de travail, est-ce que ce salarié est susceptible de nous concurrencer, enfin, d'acquérir des connaissances susceptibles de nous concurrencer par la suite? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on souhaite lui faire signer une clause de non-concurrence? Sachant, j'avance un petit peu sur le support en avance, qu'on peut toujours renoncer à la clause de non-concurrence. Donc c'est toujours bien de la prévoir en amont, l'imposer au salarié et éventuellement y renoncer. Et on aura toujours ce caractère qui sera dissuasif. Même si on voit des salariés qui savent que l'entreprise renonce la plupart du temps à ces clauses de non-concurrence, mais va quand même hésiter à quitter l'entreprise parce qu'il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, auquel il va se dire, bah, si je pars, peut-être que cette clause ne va pas être levée, je vais être soumise à cette clause de non-concurrence et je vais avoir ma liberté d'entreprendre qui va être limitée. C'est très important, finalement, de la prévoir dans certains secteurs. Alors, les précautions nécessaires à la mise en place d'une clause de non-concurrence, un petit peu toujours pareil en droit du travail, c'est toujours de vérifier la convention collective. Vous avez des conventions collectives qui sont très particulières, qui vont limiter la possibilité de mettre en place des clauses de non-concurrence, qui vont les encadrer de manière très précise, par exemple en indiquant un minimum de contrepartie financière. C'est très important qu'on puisse vérifier ça, la préciser au maximum, dans le temps, l'espace, etc. Plus elle sera précise, plus ce sera facile de la faire appliquer. Préciser les conditions de renonciation par l'employeur, c'est central et fondamental, puisque en l'absence de précision, eh bien, on ne pourra y renoncer qu'avec l'accord du salarié. Ce qui risque d'être plus compliqué et de tendre les relations. Dans les précautions, vous avez, lorsqu'une rupture est envisagée, bien penser à la possibilité de renonciation et aux conditions. Donc, il faut toujours anticiper. On a des conventions collectives qui imposent de renoncer à la clause de non-concurrence avant même d'envisager la rupture. Donc, c'est très rare, mais toujours bien anticiper les éléments. Et dernier point sur ce sujet, eh bien la renonciation doit s'appliquer quel que soit le type de rupture. Par expérience, nos clients n'ont aucune difficulté à penser à renoncer à la clause de non-concurrence lorsque, eh bien, ils sont à l'initiative de la rupture. On licencie le salarié et on met dans l'aide de licenciement, eh bien, qu'on renonce à appliquer la clause de non-concurrence. En revanche, lorsque le salarié démissionne ou lorsque l'on fait une rupture conventionnelle, on n'y pense pas nécessairement. Dans le formulaire de rupture conventionnelle, par exemple, il n'y a pas d'encart prévu pour ce type-là. Donc toujours prévoir un avenant pour renoncer, sinon, eh bien, on est contraint de la payer. Même si le salarié souhaitait partir dans un autre secteur, même s'il souhaitait quitter la France, et donc qu'il ne concurrence vraiment pas la société, ou qui est en dehors du périmètre en tout cas de la clause, eh bien, on sera quand même obligé de lui payer
si on a oublié d'y renoncer. Donc vraiment bien anticiper, encore une fois, cette possibilité de renonciation. Oui, parce que généralement, je rebondis, mais euh, on peut se libérer d'une clause de concurrence dans un laps de temps qui est relativement court, hein. Souvent, on prévoit contractuellement 15 jours. Si le délai est expiré, eh bien, on partira du principe que le salarié, même s'il veut vaquer à d'autres occupations, à d'autres activités, eh bien, on va partir du principe qu'il est contraint de respecter la clause de concurrence, donc on va devoir le rémunérer, ce qui peut être une contrainte pour l'entreprise. En fait, Absolument. très, très vigilant là-dessus. Parfois, les conventions collectives vont imposer de renoncer au moment de la rupture. Donc c'est au moment où on a informé de la démission du salarié, au moment où on signe le formulaire de rupture conventionnelle, qu'on doit renoncer. Vraiment important d'y penser, parce que le lendemain, on peut avoir des appels parfois de clients qui nous disent mince, j'ai oublié de renoncer. Bon, ben, ça va être compliqué désormais, il va falloir qu'on ait l'accord du salarié, que ce soit finalement un échange de consentement sur ce sujet-là, ce qui ne sera pas toujours évident. Les sanctions, très important, puisque finalement, on a face à un salarié qui a une clause de non-concurrence et qui ne la respecte pas. Eh bien, le salarié, première chose, va perdre son droit à indemnité compensatrice. On a vu que la clause de non-concurrence était assortie d'une contrepartie financière. Le salarié n'y a plus droit. Il va aller chez un concurrent pendant une journée, et puis il ne va pas faire l'affaire. Rupture de la période d'essai, on peut imaginer. Eh bien, il va perdre son indemnité compensatrice sur toute la période. Il suffit d'un acte de non-concurrence pour perdre l'intégralité de l'indemnité compensatrice. Il peut être également condamné des dommages à intérêts. La plupart du temps, dans les clauses que nous rédigeons, nous intégrons une clause pénale qui sera également dissuasive, parce que le salarié peut voir finalement le montant auquel il pourrait être condamné en cas de non-concurrence. On peut le condamner sous astreinte à cesser son activité concurrente, même en référé. Et on peut poursuivre son employeur également. Et le nouvel employeur également peut effectivement engager sa responsabilité délictuelle cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas de contrat, et on verra pour la suite, pour le suite du sujet, pour éventuellement la faute contractuelle du nouvel employeur, mais là c'est une faute délictuelle. Si jamais il embauche un salarié qu'il sait lié par une clause de non-concurrence, et encore plus intéressant, s'il conserve le salarié après avoir eu connaissance de la clause. Donc nous, par expérience, on demande toujours, lorsqu'on apprend qu'un salarié qui est soumis à une clause de non-concurrence va travailler à la concurrence, eh bien, d'adresser un courrier recommandé immédiat au nouvel employeur pour l'informer de l'existence de cette clause de non-concurrence. S'il persévère, eh bien, on pourra engager sa responsabilité pour avoir conservé un salarié qui était soumis à une clause de non-concurrence. Voilà pour les parties rapidement pour la partie relation de travail entre un employeur et un salarié, et pour donc limiter sa possibilité de quitter la société et d'avoir des actes de concurrence contre son ancien employeur. Alors, je prends le relais pour aborder sur l'aspect des techniques contractuelles dans les relations commerciales entre deux entreprises. Alors, tout d'abord, un rappel, même si ce n'est pas une technique contractuelle, mais c'est sur l'obligation de non-concurrence, la concurrence déloyale. Alors, il faut bien comprendre que même si le salarié n'est pas lié par une clause de non-concurrence, parce que son contrat de travail n'en contenait pas, ou parce que son employeur l'a libéré de cette clause de non-concurrence, le fait qu'il ne soit pas lié par une clause de non-concurrence ne l'exonère pas d'une éventuelle responsabilité au cas où il commettrait des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur. Alors, je rappelle, tout à l'heure on l'a abordé, mais il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il y a des principes, le principe de liberté d'entreprendre, la liberté du commerce, desquels découle donc la liberté de concurrence. Si vous avez demain un salarié qui crée sa société, qui n'est pas lié par une clause de concurrence, et il s'avère que eh bien, il va prendre des clients à son ancien employeur. Il y a la liberté de concurrence. S'il est meilleur, eh bien, c'est le principe de la compétitivité. On ne pourra lui reprocher. En revanche, ces principes de liberté du commerce ont des limites, à savoir que cette liberté n'autorise pas de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en l'occurrence en recourant à des procédés contraires aux règles et usages pour nuire à un concurrent, en l'occurrence son ancien employeur, et qui ont pour finalité de détourner la clientèle. Alors,
C'est quoi ces procédés? C'est ces procédés qui contribuent donc à la concurrence déloyale. Eh bien, c'est le dénigrement, c'est-à-dire qu'on va écrire à des clients de l'ancienne société dans laquelle on travaillait pour quelque part, eh bien, critiquer la société, critiquer sur ses produits, sur ses méthodes de travail. C'est également créer une confusion dans l'esprit des clients, en quelque part euh, s'accaparant la charte graphique, bref, de telle manière que quand vous allez vous adresser à des clients de votre ancienne entreprise, ben, quelque part vous allez créer une confusion parce que ce client va croire quelque part eh bien, que c'est l'entreprise avec laquelle elle travaille habituellement, de par cette confusion qui a été délibérément créée. C'est également donc l'appropriation de clientèle, c'est généralement parce on est parti avec le fichier clientèle de l'entreprise, avec le 06 qui va bien, avec le bon interlocuteur, etc. Et qu'on va pouvoir directement, par rapport, parce qu'un fichier clientèle, c'est long, c'est fastidieux à créer, et bien en s'accaparant le fichier clientèle, bah, directement, on va aller voir des clients qui sont en place et qui sont à même de pouvoir donc acheter des produits vers la clientèle qui sera plus offrante. Et puis également le débauchage du salarié. Voilà, vous avez quelqu'un qui a quitté la société et puis qui va vouloir un petit peu s'entourer de bons collaborateurs et qui va débaucher des salariés dans l'ancienne entreprise. On rentre avec tout ce faisceau d'indices, ce cumul, on rentre dans le cadre d'une concurrence déloyale. Alors, dans l'hypothèse où le salarié a quitté l'entreprise, il n'est pas lié par une clause de non-concurrence, eh bien, et qu'il crée sa société, eh bien, c'est pas parce qu'il n'a pas cette clause de concurrence qu'on ne pourrait pas le poursuivre pour concurrence déloyale. On est dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle. C'est anciennement 1380 du Code civil et maintenant ce sont les articles 1240 et 1241 du Code civil. Et on peut donc engager sa responsabilité et solliciter donc des dommages et intérêts en réparation du préjudice que l'entreprise aurait subi de fait donc ce pillage de clientèle et de concurrence déloyale. Donc ça, c'est l'hypothèse où le salarié crée son entreprise. Mais on peut également voir l'hypothèse où on a un ancien collaborateur qui est délié de sa clause de concurrence ou qui n'en a pas, et qui va intégrer une autre société en qualité de salarié. Il s'avère que ce collaborateur, on en revient toujours avec eh bien, cette circulation du savoir-faire, eh bien, va venir auprès de la société avec des éléments dont il se sera approprié chez son ancien employeur. Eh bien, il vient avec le fichier clientèle qu'il aura pris, il vient avec des secrets de fabrication, avec plein d'éléments qui sont donc confidentiels et qui appartenaient à l'ancienne entreprise et dont il s'est accaparé pendant l'exécution de son précédent contrat de travail. Et à partir de là, on pourrait également engager en parallèle d'une action si l'entreprise dans laquelle travaille cet ancien collaborateur donc va user de ses moyens pour concurrencer la société, eh bien on va engager contre cette société une action en concurrence déloyale, mais on va également engager une action en responsabilité délictuelle contre son ancien salarié, considérant que pendant l'exécution de son contrat de travail, il a usé de moyens illicites pour s'accaparer les moyens de l'entreprise. Donc c'est très important. Et là, la juridiction, autant tout à l'heure, quand on a créé sa société, l'action concurrence déloyale est engagée devant une juridiction civile ou commerciale, tout dépend de la nature de la société qui a été créée. Si le salarié a créé une société, il a créé une société où il travaille en nom propre, donc ça sera une juridiction civile ou commerciale. En revanche, si le salarié a quitté son entreprise pour travailler chez un nouvel employeur, eh bien, on va saisir l'action, elle s'engage devant le conseil de prud'homme parce qu'on considère que le salarié a commis des fautes pendant l'exécution de son contrat de travail. Donc c'est important de le rappeler que c'est pas parce que vous êtes libéré de votre clause de non-concurrence que vous n'êtes pas exposé à une action en concurrence déloyale. Ça, c'est la première chose. Effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, l'idée véritablement, c'est de protéger l'entreprise de son savoir-faire et du fait que le salarié utilise le savoir-faire et ses connaissances au sein de l'entreprise. Dans tous les exemples qui ont été repris d'ébauchage de salariés, eh bien le salarié qui est parti connaît sans doute les relations et peut-être même les salaires des salariés, et donc on va pouvoir leur proposer un petit peu mieux ou des meilleures conditions de travail, en tout cas en connaissant leurs aspirations, et donc on va utiliser ce savoir-faire. C'est extrêmement important de protéger tout ça, même si forcément c'est pas forcément pour les dépôts de brevets, ou tout cette fonctionnement de l'entreprise est extrêmement important à protéger,
Même sans clause, on peut essayer de s'en protéger. L'idéal, c'est toujours d'anticiper pour prévenir tout ça et pour avoir des clauses qui ont été évoquées précédemment et éventuellement d'avoir une clause de non-concurrence pour vraiment prévenir, ce qui sera beaucoup plus facile à empêcher le salarié de travailler et de concurrencer si on a bien établi les choses en amont. Absolument. Et puis il existe donc une technique contractuelle également qui concerne deux entreprises, c'est la clause de non-sollicitation. C'est-à-dire que dans le cadre d'un contrat commercial, donc ça peut être dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, cession de parts sociales, ça peut être également dans les contrats commerciaux, contrats de distribution, contrats de maintenance, contrats de prestation de services, contrats de sous-traitance, on va prévoir avec son co-contractant une clause de non-sollicitation, à savoir que les entreprises, réciproquement ou non, elle peut être unilatérale, cette disposition contractuelle, on va interdire de débaucher ou de recruter un salarié de la société partenaire co-contractante. Alors, on peut s'interroger sur la validité de cette clause, et notamment au regard de l'effet relatif des contrats, parce que vous avez bien compris que cette clause va s'imposer à un salarié qui tire au contrat. En l'occurrence, donc, vous avez deux partenaires qui travaillent ensemble, et donc dans laquelle on va prévoir une clause, on va dire, ben, vous vous engagez à ne pas débaucher ou recruter un de mes collaborateurs. Et ce collaborateur, le jour où il va quitter son entreprise, il va vouloir aller eh bien, chez l'autre partenaire avec lequel il a eu l'habitude de travailler dans le cadre de l'exécution de son travail, et il va découvrir à son insu eh bien, qu'il ne peut pas le faire parce qu'il y a un contrat qui a été rédigé entre les deux sociétés et contrat qui s'imposerait à lui. Donc là, ici, vous avez bien compris, il y a quand même une atteinte à la liberté du travail que vous a tout à l'heure exposé Yann, et on s'est interrogé sur la validité d'une telle clause par rapport à l'effet relatif des contrats, 1199 du Code civil, à savoir les tiers, le contrat n'a d'obligation qu'entre les parties. Eh bien, la Cour de cassation reconnaît la validité d'une clause de non-sollicitation. Aujourd'hui, la jurisprudence, elle est constante. La clause de non-sollicitation est parfaitement valable, et notamment au regard de l'article 1200 du Code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Dans l'occurrence, vous avez une clause de non-sollicitation qui va être prévue dans un contrat et qui va s'imposer à un salarié. Alors, cette clause de non-sollicitation, elle présente des avantages parce que, en principe, et à la différence de la clause de non-concurrence, elle est soumise à des conditions qui sont moins restrictives, à savoir, en principe, elle n'a pas à être limitée dans le temps et dans l'espace. Et deuxième avantage important, il n'est pas nécessaire de prévoir une contrepartie financière au profit du salarié. Néanmoins, cette clause de non-sollicitation s'expose à des recours de la part aussi bien d'un salarié qui a été privé d'un emploi auprès d'une société qu'il connaissait, mais également de la société co-contractante. C'est-à-dire que cette clause de non-sollicitation, et c'est ce que prévoit la jurisprudence, ne doit pas être excessive et ne doit pas, en quelque sorte, ne doit pas apporter une atteinte excessive à la liberté du travail, et qu'elle doit également comporter, dans la mesure du possible, des contreparties et des réciprocités significatives entre les professionnels. Alors, je m'explique. Elle ne doit pas porter une atteinte excessive à la liberté du travail. Effectivement, si vous avez demain une clause de non-sollicitation qui est rédigée dans des termes assez larges, à savoir, eh bien, il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace, un collaborateur aujourd'hui pourrait effectivement se retourner contre son ancienne société pour considérer que cette clause de non-sollicitation porte atteinte à sa liberté du travail parce qu'elle n'est pas limitée, notamment dans le temps. C'est la raison pour laquelle il est quand même prudent, dans le cadre de la rédaction d'une clause de non-sollicitation, de prévoir une limite dans le temps, et que dans une telle hypothèse, le salarié pourrait, en cas
de clauses de non-sollicitation trop excessives et qui porteraient atteinte à sa liberté du travail, eh bien demander des dommages et intérêts. On pourrait également aussi envisager que l'atteinte soit excessive pour le salarié dans un secteur extrêmement précis, où finalement il y a deux sociétés qui sont sur ce secteur. Et bien le fait qu'on prive le salarié de travailler pour le concurrent, eh bien est une atteinte extrêmement importante, puisque finalement il sera de facto empêché de retravailler dans son domaine. Donc là également, le salarié pourrait se plaindre de cette situation et obtenir des dommages-intérêts qui ne sont pas forcément significatifs. Le coût est toujours un peu inférieur à celui d'une clause de non-concurrence, mais en revanche, voilà, l'atteinte peut être excessive dans un secteur très précis. Absolument, absolument, mais et le paradoxe, c'est la raison pour laquelle on prévoit Ouais. une clause de non-sollicitation, parce qu'on n'a pas envie que le collaborateur, par exemple dans le cadre d'un contrat de maintenance, qui travaille à travailler exclusivement pour le compte du partenaire, donc qui acquiert un savoir-faire, et effectivement à un moment, ce partenaire, eh ben, va se dire, bah, moi je vais me passer d'une société contractante, et puis je vais prendre directement un collaborateur en interne qui me fera le travail. Et bien évidemment, le réflexe, c'est aller prendre ce collaborateur qu'on rencontre sur son lieu de travail depuis des mois et des années, dans le cadre du contrat de maintenance, et qu'on aura envie de débaucher. Et bien, d'où on prévoit cette clause de non-sollicitation. Clause de non-sollicitation, que je rappelle, est valable, effectivement, mais pour pas qu'elle soit, comme l'a rappelé Yann, trop restrictive par rapport à la liberté du travail du collaborateur, il est important de la limiter dans le temps et dans l'espace. Voilà. Mais il faut quand même rappeler le caractère licite de telle clause et qu'il est important pour les sociétés contractantes de le prévoir, parce que là, vous protégez véritablement votre savoir-faire face à des sociétés eh bien, qui trouveraient plus aisé dans le cadre de leur démarche commerciale d'aller prendre un collaborateur dont on connaît les compétences qui ont été acquises au sein de la société. Alors, c'est important d'être clause d'anticipation, je le répète, hein, parce qu'elle n'est soumise à moins de restrictions par rapport à la clause de non-concurrence. Et puis vous avez quand même aussi des actions judiciaires envisageables si on constate que la Ah, bien société sûr. co-contractante ne respecte pas cette clause. Et on pourrait envisager en référé de... Eh bien, bien sûr, si demain, donc l'hypothèse, si demain vous avez donc la société co-contractante qui viole les dispositions contractuelles relatives à la clause de non-sollicitation et qui recrute donc le salarié, eh bien évidemment, fort des dispositions contractuelles, vous pouvez immédiatement engager dans le cadre d'une procédure en référé, une procédure rapide, eh bien la condamnation sous astreinte de votre contractant, de l'ancien contractant, de la société, à mettre un terme à la relation contractuelle avec son collaborateur sous astreinte, c'est-à-dire une pénalité de retard. Alors pour revenir aussi sur la clause de sollicitation, importante dans sa rédaction, importante de prévoir qu'elle ne se limite pas à interdire le débauchage, mais également de manière plus générale le débauchage et le recrutement du collaborateur après l'expiration du contrat de travail. Ça peut être l'hypothèse d'un collaborateur qui va démissionner de sa société. Eh bien, il faut également prévoir eh bien, que dans cette hypothèse-là, eh bien, le co-contractant ne peut recruter le salarié. Ça peut être aussi l'hypothèse d'un licenciement ou autre. C'est la raison pour laquelle il est important contractuellement de prévoir l'interdiction de tout recrutement dans le cas d'un débauchage ou postérieurement à la rédaction, à la rupture du contrat de travail. Il est également important dans cet esprit de dissuasion d'assortir la clause de non-sollicitation d'une clause pénale. Voilà, c'est important cette clause pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous prévoyez contractuellement une pénalité en cas de non-respect par le contractant, clause pénale qui sera automatiquement appliquée, bien évidemment, qui pourra être contestée devant le juge pourra toujours avoir un pouvoir modérateur, mais il n'empêche que dans le principe dissuasif, il est important de prévoir cette clause pénale. Cette clause de non-citation, vous pouvez la prévoir donc directement dans le cadre de votre contrat. Vous pouvez également l'insérer dans vos conditions générales de vente. Mais c'est important aujourd'hui de prévoir une telle clause. Alors, ce qui me permet un petit peu de faire la transition par rapport à nos recommandations. Yann, tu veux parler Non, non, ou... non, pour l'instant. Bah, c'est important à la lumière de ce que vous a dit Yann et également de moi-même dans le cadre des relations
contractuelles entre employeurs et salariés et relations contractuelles entre deux sociétés, il existe un panel de clauses. Un panel de clauses importantes, des clauses qui ont un effet contraignant et dissuasif auprès des collaborateurs et des partenaires commerciaux. Il nous semble, nous, en qualité de juristes, praticiens, expérimentés sur ces questions, il est important de prévoir ces clauses. Il est préférable de les insérer. Voilà. Il est préférable de les insérer, apprécier l'opportunité de telle ou telle clause, mais généralement, il faut en prévoir le plus possible. Et a fortiori, quand l'entreprise donc, détient un savoir-faire qu'elle veut protéger, parce qu'elle a cet effet dissuasif. Et après, il sera beaucoup plus aisé au moment de la rupture de la relation contractuelle tant avec le collaborateur qu'avec votre partenaire commercial, de vous libérer de cette clause. Que ce soit pour une clause de non-concurrence, si vous considérez que le collaborateur ne sera pas dangereux dans le cadre de son avenir et de ses futures vacations à son propre compte ou pour le compte d'un nouvel employeur, vous le libérez de cette clause de concurrence, sachant qu'il y a des délais et qu'il ne faut pas oublier effectivement ces contraintes de délai. Et pareil dans le cadre d'une relation commerciale, vous êtes libre effectivement avec votre contractant de vous délier de cette clause de non-sollicitation. Mais vaut mieux avoir prévu en amont cette clause et avoir cette liberté de choisir que malheureusement ne pas avoir prévu cette clause et puis être confronté aux difficultés de concurrence déloyale et de fuite de savoir-faire parce que vous n'avez pas suffisamment su contractuellement protéger l'entreprise de son savoir-faire. Effectivement, aujourd'hui, on voit que il y a de plus en plus de salariés qui quittent leur société, il y a une volatilité du marché du travail, même éventuellement pour créer leur propre structure. C'est vraiment indispensable d'envisager cela. Et finalement, s'il y a un mot à retenir, c'est l'anticipation. C'est vraiment fondamental d'analyser les situations de chacun, les contraintes des entreprises, les emplois de leurs salariés, et d'insérer ces clauses. Encore une fois, je rejoins tout à fait David sur ce sujet, puisque on pourra toujours y renoncer, autant l'avoir, bénéficier de cet effet dissuasif, et ensuite aller au cas par cas lors de la rupture du contrat ou dans le cadre des relations commerciales. On pourra toujours négocier ces points-là dans le cadre d'une relation commerciale et voir avec un salarié, renoncer à un salarié si on considère qu'il ne sera pas dangereux parce qu'il va quitter le périmètre de la clause où il change de métier, et bien autant le libérer de cette clause de non-concurrence puisqu'il ne pourra pas de facto faire concurrence à la société, mais il est fondamental d'anticiper pour rédiger ces clauses-là de manière à bien protéger, dans la mesure du possible, les sociétés. Alors, Oui, on a un petit peu de temps. Si vous avez des questions via le chat, n'hésitez pas. pour l'instant, a priori, c'est clair, C'est clair. donc tant mieux. Pas de questions particulières. Nous, on a des précisions importantes à la rédaction de ces dispositions contractuelles. Voilà. Parce que, par exemple, sur une clause de non-sollicitation où, effectivement, donc à l'instar de la clause de concurrence, c'est une construction jurisprudentielle, hein. Euh, donc, la rédaction est importante parce que pour ne pas s'exposer après par rapport à une nullité de cette clause ou la possibilité pour un ancien collaborateur d'aller solliciter des dommages et intérêts, il est préférable de prévoir quand même, et je me répète là-dessus, mais la limiter dans le temps, et puis éventuellement voir, parce que c'est important, l'équilibre des contrats, hein. C'est très bien qu'aujourd'hui, et plus que jamais avec les nouvelles dispositions contractuelles, que le déséquilibre d'un contrat commercial peut être sanctionné par le juge. C'est la raison pour laquelle il est important dans le cadre de la relation commerciale, je parle pas de la relation entre l'employeur et le salarié, mais de prévoir effectivement une réciprocité significative dans le cadre de cette clause de non-sollicitation, parce qu'après, elle pourrait s'exposer à une nullité en raison de ce déséquilibre qu'elle aurait pu apporter dans le cadre des relations commerciales. La rédaction est extrêmement importante, et également par rapport à toutes les clauses figurant en droit du travail. Écoutez, s'il n'y a pas de
S'il n'y a plus de questions, eh bien écoutez, nous nous tenons de manière générale à votre entière disposition pour poursuivre ces discussions. Et si vous avez des questions beaucoup plus précises par rapport à la rédaction de telles clauses ou si vous vous interrogez sur l'opportunité de vous libérer de ces clauses, Yann et moi, nous nous tenons à votre entière disposition. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous revoir le mois prochain pour un nouveau thème d'actualité juridique dans le cadre des rendez-vous cinétiques. Voilà, merci à tous. Bonne À journée. bientôt.